Bonjour Jean-Paul Fitoussi. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal. Merci à vous vous. êtes économiste, professeur d'université, vous avez notamment présidé l'OFCE et vous travaillez depuis 2008 avec Joseph Stiglitz et Amartya Sen sur les mesures du bien-être alternatives au PIB. On le sait moins, vous travaillez aussi avec un autre prix Nobel, Edmund Phelps, à l'université de Columbia. Donc vous poursuivez vos recherches. En 1995, vous aviez signé un livre qui avait fait du bruit qui s'appelait « Le débat interdit ». Monnaie, Europe, pauvreté. Et à l'époque, on avait des taux d'intérêt très élevés. Aujourd'hui, nous voyons la situation totalement s'inverser avec les taux d'intérêt négatifs. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les débats interdits en économie et en Europe ? À peu près tous. À peu près tous les débats qui comptent. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne résout pas la question du chômage ? Je n'entends pas de vraie réponse. Il y a eu celle de Mitterrand qui disait, après tout, on a tout essayé contre le chômage, mais on n'a rien réussi. Et pourtant, il est des pays où le plein emploi est éclatant. Même les États-Unis, qui n'est pas un modèle de vertu, ou le Japon, même chose. Donc, le plein emploi n'est pas impossible dans les systèmes capitalistes. On s'en rapproche un petit peu à cause de la démographie du plein emploi, notamment en France. On peut penser qu'à l'horizon de 5 ans, on aura un taux de chômage faible. Est-ce qu'on se rapproche, si vous voulez, il est différentes façons de mesurer ce qu'il advient en France. Et notamment de se demander si la baisse du chômage que l'on a enregistrée n'est pas la conséquence simplement d'une baisse des taux d'activité du fait des travailleurs découragés. Qui savent ne pas pouvoir trouver un emploi et donc, qui n'ont plus aucune raison de s'adonner à une activité de recherche d'emploi. Surtout, ce que l'on oublie fréquemment de dire, c'est que 50% des chômeurs n'est pas indemnisé. Donc le débat interdit, c'est de se dire qu'on est vraiment en sous-emploi massif depuis longtemps et qu'on ne cherche pas vraiment le plein emploi décent pour tout le monde. Oui, le débat interdit signifie qu'on a privilégié à un moment les politiques restrictives, hyper restrictives. Ce à quoi on va vous répondre, on a beaucoup de déficits en France comparé à nos voisins. Attendez. On a commencé par la politique monétaire hyper restrictive. Bon. On avait des taux d'intérêt absolument gigantesques, 7% en termes réels, vous imaginez maintenant le taux d'intérêt au jour le jour dépassait parfois les 100%. Donc on parle des années 90 ? On parle des années entre 90 et 97. Et la conséquence de tout cela, ça a été évidemment l'envolée du chômage. On a à peu près doublé le nombre de chômeurs pendant cette période, mais aussi l'envolée du déficit budgétaire, ça on l'oublie. Parce que évidemment, la restrictivité monétaire ne peut qu'engendrer une augmentation du déficit budgétaire. Et c'est ce qui s'était passé. C'est la période de plus grande augmentation, en termes de vitesse. De la dette et du chômage. De la dette et du chômage. On part sur ces bases-là, mais en 2000, il y a une sorte quand même de reprise liée à la bulle Internet. Enfin, c'est pas une vraie reprise, ça a duré 1 an et puis ça a explosé, en plein vol. Mais ce qui était frappant à ce moment-là, c'est que en 2000, la crise n'a duré qu'1 an aux États-Unis. Et en 2004, les États-Unis avaient un taux de croissance de 7%, vous imaginez 7%. L'Europe était toujours engluée dans ces considérations doctrinales. Sur la monnaie, sur le budget, sur les critères de Maastricht, pacte de stabilité et autres contraintes auto-infligées. Et c'est cela qui a engendré le fait que, en réalité, 2 phénomènes se sont produits concomitamment. C'est qu'une politique restrictive ne peut qu'engendrer une croissance molle. Et deuxièmement, une politique restrictive sous couvert d'accord international ne peut que limiter l'emprise de la démocratie. Parce que, finalement, compte tenu de ces règles
imposées et qui ont de l'effet, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas de l'effet, que ces règles imposées, eh bien, les populations n'ont plus que le droit de changer de gouvernement. Changer de gouvernement, mais ils n'ont pas le droit de changer de politique. Voilà. Ça a été rebelote avec la crise de 2008, donc c'est la même chose, on est sorti en Europe très tard de la crise. Mais on est sorti très tard de la crise parce qu'on est rentré dans une crise de restriction budgétaire folle. On a recommencé, quoi. Folle. C'est-à-dire que les débats... Alors même que les autres pays en étaient sortis, si vous voulez. Le déficit budgétaire en 2011 aux États-Unis était de 12%. Bon, ils ne sont pas inquiétés du tout là-dessus, ils ont continué. Bon, donc les débats interdits sont toujours les mêmes. 250%. Voilà. Donc la priorité est donnée au plein emploi au Japon, aux États-Unis, pas en Europe, quoi. En fait, c'est toujours la même chose. Le vrai problème, lorsqu'on raisonne en tant qu'économiste, c'est de savoir quels sont les objectifs finaux et les objectifs intermédiaires. Je ne sais plus si on dit finaux ou final. Finaux, je crois. Alors, les objectifs finaux et les objectifs intermédiaires. Et on voit bien que ce qui se passe en Europe, c'est une inversion. On prend comme objectif final un objectif intermédiaire. C'est-à-dire la compétitivité, l'inflation, la valeur de la monnaie. C'est-à-dire le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire d'abord. C'est un objectif intermédiaire. Ou la dette publique, c'est un objectif intermédiaire. Alors évidemment, on ne peut pas régler le problème, parce qu'on sait bien que ce qui peut régler le problème de la dette, c'est la croissance. Ce n'est pas la baisse de la dette publique. Et en plus, s'il y a des débats interdits, c'est qu'on ment aux populations en faisant une question intergénérationnelle. Vous imaginez la dette qu'on va laisser à nos enfants, c'est ça qu'on est dit. Hein. Et combien de fois on nous le dit? Et c'est faux. Parce qu'en réalité, à nos enfants, on laisse la dette et la créance. Ils héritent de leurs parents la dette et le titre de la dette. Donc, si on investit moins, on leur laisse aussi moins d'investissement. Mais précisément, la seule chose qu'on leur lègue, qui est négative, parce que la dette ne l'est pas, puisqu'ils ont... C'est zéro, hein. C'est dette plus créance. Bon, ils héritent des deux. Mais la seule chose dont ils héritent, c'est un capital diminué. Ce qu'on appelle la destruction du capital caché. On n'a pas vu qu'on a caché ce capital, détruit, parce qu'on ne le mesure pas. Alors, en 1995, vous aviez des taux d'intérêt très élevés, vous l'avez rappelé, vous avez donné les chiffres. Aujourd'hui, on a des taux réels négatifs. On parle beaucoup de relance soutenue par la BCE dans la transition écologique, énergétique en Europe. La BEI, la BCE, la Commission européenne en parlent, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de changer quand même de paradigme, que finalement, on va aboutir à quelque chose? Absolument pas. Qui fasse espérer un peu, quoi, sur la fin de cette... Non, il faut toujours espérer, mais pas pour cette raison. Parce que, absolument pas. Parce que la situation dans laquelle on est avait été décrite dans les années 30. C'était la situation de trappe à liquidité. Donc, vous avez beau avoir des taux d'intérêt bas, vous ne relancerez pas l'économie parce que personne n'acceptera de placer son argent à des taux d'intérêt négatifs. Et vous ne voyez pas un plan de relance public se dessiner à l'horizon? C'est comme Godot, hein. On l'attend depuis transition. Tellement de temps, on l'attend depuis Delors. Ce plan Delors l'avait formulé. Pour la convergence européenne, il avait formulé les autoroutes de l'information, etc. Et on n'a rien fait. Et en fait, cet aspect-là nous-mêmes, on n'a pas arrêté de formuler des plans de relance. Par exemple, on a dit, le programme de Lisbonne, c'était de faire de l'Europe le continent le plus intelligent du monde. Plus de recherche, plus de formation. À condition que ça ne coûte pas un centime. Alors évidemment, on ne va pas loin avec cette approche-là, parce que ça coûte de l'argent de former des gens. Bien, merci beaucoup Jean-Paul Fitoussi d'être venu nous parler des débats interdits en économie aujourd'hui. Et dans une nouvelle interview, nous continuerons la discussion autour de votre nouveau livre sur la novlangue en économie. Merci. Merci.